Qu'est-ce que la dysphasie? Selon le CENTAM, la dysphasie est un syndrome neurologique qui perturbe les habiletés de communication verbale dès la petite enfance. En effet, ces perturbations sont causées par un dysfonctionnement de certaines aires spécifiques du cerveau. Les aires affectées sont souvent celles du langage, telles que l'aire de Broca, l'aire de Wernicke, l'aire motrice primaire. Les aires ont aussi un impact sur la compréhension de celui-ci. L'enfant dysphasique peut également avoir des déficits qui affectent la motricité fine et globale, l'attention, la mémoire, la planification ainsi que l'organisation. Il est donc important de comprendre que la dysphasie n'est pas reliée ou causée par une déficience intellectuelle ou une malformation des organes langagiers, comme la bouche, la langue ou le larynx, mais bien par une dysfonction des aires associées au langage. Contrairement à une personne atteinte de déficience intellectuelle, les personnes avec le syndrome de dysphasie sont capables de raisonnement, d'abstraction et de communication non verbale. Les personnes dysphasiques sont donc capables de percevoir leur incapacité langagière. Puisqu'il est difficile pour eux d'exprimer leurs sentiments et leurs besoins aux autres, les personnes dysphasiques manifestent souvent des comportements de colère et de frustration. Avant d'entrer sur le sujet des différents types de dysphasie, il est important de comprendre que la dysphasie peut affecter 5 composantes différentes du langage. En effet, elle peut altérer le langage au niveau de la phonologie, de la morphologie, de la syntaxe, de la sémantique, ainsi que de l'aspect pragmatique du langage. La phonologie se définit comme étant les différents sons produits et perçus lors de la parole. La morphologie, quant à elle, est l'accord des mots entre la syntaxe et la composition des phrases et l'ordre des mots qui sont utilisés. La sémantique est le vocabulaire de la personne et le sens des mots présents dans le langage. Et finalement, l'aspect pragmatique du langage se trouve à être la compréhension de différentes notions et l'utilisation du langage dans différents contextes. Attention! Les difficultés présentes chez un individu peuvent varier à la fois en sévérité et en nombre, ce qui implique que chaque individu éprouve des symptômes différents par rapport aux composantes du langage affecté. Enchaînons maintenant avec la chaîne de la communication verbale. Lors d'une conversation entre deux personnes, les gens écoutent leur interlocuteur et leur répondent. On assiste alors à la manifestation du phénomène de la chaîne orale qui se décrit en 7 étapes. La dysphasie peut nuire à une ou à plusieurs de ces étapes. La première étape est l'audition. L'audition est le moment où la personne capte le son. Les gens dysphasiques entendent généralement bien et ce n'est donc pas à ce niveau qu'ils rencontrent des complications. La seconde étape est la perception des sons. À ce niveau, certains sons semblables pourraient se mélanger chez la personne dysphasique et elle pourrait entendre panier plutôt que papier. À l'étape numéro 3, il y a la compréhension des mots. La dysphasie peut créer de la confusion puisque la personne aura de la difficulté à comprendre la signification des mots. Par exemple, si nous sommes mercredi et que quelqu'un lui parle d'un événement prévu le jeudi, la personne dysphasique pourrait avoir de la difficulté à percevoir que l'événement est demain. Vient ensuite l'étape 4 qui est l'appariement aux connaissances. À ce point, la personne fouille dans ses connaissances pour trouver le bon mot pour exprimer sa pensée, chose qui peut être difficile pour notre nouveau client. Il risque d'hésiter longtemps avant de s'exprimer puisqu'une difficulté d'introjection survient. L'étape 5 est l'organisation du message exprimé. L'ordre dans lequel les mots doivent être placés pour communiquer de façon efficace peut être grandement problématique pour les dysphasiques. Ils peuvent avoir tendance à faire des phrases qui manquent de sens en raison de leur structure qui les rendent difficiles à comprendre. À l'étape 6, il y a la programmation phonologique. L'organisation des sons produits risque d'être ardue pour des personnes dysphasiques, au même titre que l'organisation des sons entendus à l'étape 2. Ainsi, les sons peuvent se bousculer dans la tête de la personne ou être tout simplement absents dans la prononciation de leurs mots. Finalement, il y a l'étape de la production du message. On peut assister à une phrase mal structurée avec des mots mal prononcés, résultant alors à une mauvaise communication qui peut brimer la confiance de la personne dysphasique. Les types de dysphasie. En ce qui concerne la catégorisation des différents types de dysphasie, il n'y a pas encore de consensus dans la littérature scientifique. Présentement, la pensée principale catégorise la dysphasie selon 3 types. La dysphasie expressive,
réceptive et mixte. La dysphasie expressive peut se percevoir sous 3 formes, soit le trouble de nature phonologique, le trouble de la syntaxe et d'accès lexical, ainsi que le trouble sémantique et pragmatique. Dans le cas de la dysphasie expressive, c'est la production et l'élaboration du discours qui sont perturbées. Pour le trouble de nature phonologique, les paroles sont difficilement distinguables ou la personne va employer des mots isolés, des phrases simples et même incomplètes. Pour le trouble de la syntaxe et d'accès lexical, les manques de mots et la désorganisation de la phrase seront les aspects les plus importants. Le trouble sémantique et pragmatique, quant à lui, portera plus sur le manque de profondeur dans les phrases. Les discours seront organisés, mais il y aura un manque dans le contenu. En fait, une personne souffrant de dysphasie expressive comprendra parfaitement ce que l'enseignant, par exemple, va expliquer. Par contre, cette personne aura de la difficulté à exprimer sa compréhension et ses intentions. Alors, la communication interrelationnelle sera affectée parce que l'enseignant va penser que l'étudiant dysphasique éprouve de l'incompréhension. La dysphasie de type réceptive affecte la compréhension du message verbal. Une personne ayant ce type de dysphasie ne comprendra pas l'idée générale dégagée par les phrases, comme le sarcasme par exemple. En outre, l'enfant aura de la difficulté avec la compréhension des mots ou le rapport entre eux. Ce type de dysphasie entraîne souvent une perte de motivation et du découragement, puisque les réponses de l'enfant seront hors contexte. Également, une étude a démontré que certains dysphasiques peuvent avoir plus de difficultés à faire des associations avec des noms communs, comme chaise, kangourou ou pinceau. Et d'autres ont plus de difficultés avec les noms propres, comme le Parthéon, la Joconde ou la Tour Eiffel. Finalement, la dysphasie mixte est un type dans lequel il y a un mélange de dysphasie expressive et réceptive. Es-tu dysphasique ou aphasique? Il est important de faire la différence entre la dysphasie et l'aphasie. Les deux affections démontrent les mêmes symptômes, mais la distinction se trace au niveau de leur cause. L'aphasie est une conséquence de lésions apparentes et identifiables dans l'encéphale sur des structures langagières, ce qui cause des difficultés à communiquer chez l'individu. Pour ce qui est de la dysphasie, il n'y a aucun consensus entre les spécialistes. Quoiqu'encore récent, ce trouble est étudié en comparaison avec les troubles linguistiques de l'enfant sourd et de l'enfant dysphasique. Les causes du déficit de langage de ces deux pathologies pourraient, dans un futur proche, expliquer en partie les causes de la dysphasie. Par contre, ces études sont encore récentes et nous devrions être en mesure d'expliquer cette pathologie d'ici quelques années, quand les spécialistes viendront à un consensus précis. Maintenant que nous avons plus d'informations concernant le sujet, nous pouvons adapter et outiller notre approche envers notre jeune client. Un jeune dysphasique est souvent à l'aise avec ses parents et proches car ils ont développé la capacité de comprendre leur enfant, même si ses phrases sont incomplètes ou incohérentes. Cependant, une anxiété peut apparaître chez l'enfant lorsque vient le temps d'interagir avec des gens moins aptes à le comprendre. Une étude de 600 cas faite en 1991 a conclu qu'il y avait un taux de 80% de comorbidité psychiatrique de la dysphasie avec les troubles anxio-dépressifs et l'hyperactivité. Une autre, faite 2 ans plus tard, a analysé 400 cas pour arriver à un estimé de 73% de cette comorbidité. Pour des dysphasiques qui sont toujours à l'enfance et à l'adolescence, on peut déduire que la provenance de ces troubles psychologiques a une incapacité à communiquer efficacement avec les gens de leur entourage et peut donner des relations difficiles avec leur père et s'ensuivre d'un isolement. Cette difficulté à s'adapter socialement peut créer un manque de confiance en soi ainsi que des sentiments de frustration, de tristesse et de révolte chez ces personnes. Dans certains cas, un enfant pourrait développer des comportements dérangeants pour attirer l'attention afin de combattre l'isolement. D'où vient l'importance d'adapter son comportement, en tant que thérapeute, pour donner à l'enfant un accueil chaleureux et attentionné qui le motivera pour s'exprimer librement sans se sentir jugé malgré ses imperfections dans son expression et sa compréhension du langage parlé. L'utilisation d'outils et stratégies de communication tels que des pictogrammes, trouver des mots qui vous serviront d'alternative en cas d'incompréhension, ainsi qu'un langage clair et simple aideront grandement à la qualité de la communication. Bien sûr, il est impératif de passer du temps avec l'enfant et ses parents afin d'apprendre quelles composantes présentent des complications afin de bien orienter vos adaptations.
En conclusion, vous serez en mesure d'accueillir proprement la jeune dysphasique grâce aux connaissances acquises et aux stratégies d'approche. Cependant, il y a toujours beaucoup d'incompréhension face à cette atteinte malgré son importance dans notre société moderne d'hypercommunication, usant de processus et de techniques toujours plus rapides et fondés sur l'échange d'informations. Alors, il est risqué que ces enfants dysphasiques, cliniquement discrets et socialement en retrait, soient plus sérieusement en difficulté. Il est donc primordial de travailler de pair avec la personne dysphasique et les membres de sa